Le cercle RH, notre débat quotidien, ravi de le partager. Je vous présente mes invités dans quelques instants. On va parler de l'inclusion, on en parle beaucoup sur ce plateau, à l'aune bien sûr de la campagne présidentielle. Des manifestations là, récentes, j'ai vu qu'à Orléans par exemple, des associations s'étaient manifestées en disant les candidats ne parlent pas de nous, ils ne parlent pas de nos préoccupations, de nos difficultés. On parlera des demandeurs d'emploi, très nombreux, trop nombreux chez les personnes handicapées, le handicap visible, le handicap invisible qui est un autre sujet important, et puis la question du niveau de vie, parce que c'est un vrai sujet, beaucoup vivent en dessous du seuil de pauvreté, malgré l'augmentation de l'AAH, qui est passée à 900 €. Certains disent que ça ne suffit pas pour nous permettre de vivre, et puis on parlera de l'accessibilité, qui est un autre sujet, qui n'est pas mineur, l'accessibilité de ces personnes dans l'entreprise. Il faut qu'elles puissent travailler dans des conditions optimales et y accéder aussi. On en parle avec mes invités. Didier Sartier, merci d'être avec nous. Alors vous êtes en distanciel, mais on est très heureux de vous accueillir, directeur général de l'AGFIP, qui est l'organisme central, la tour de contrôle sur tous ces sujets. Tous les sujets que j'évoque, évidemment, vous interpellent. Vous êtes, j'imagine, interpellé. Je crois que vous nous parlez de Lille en ce moment même. Merci en tout cas d'être avec nous, d'avoir répondu à l'invitation. Sylvain Coutier, merci d'être là, président du groupe ATF. Alors vous avez 40% de vos collaborateurs sur un effectif total de 182 salariés. Absolument. Qui sont des personnes handicapées en situation de handicap. Vous nous expliquerez votre choix, votre engagement. Votre entreprise ATF, j'ai vu qu'il y avait un travail d'économie circulaire, c'est Absolument. De recyclage, on est d'accord ? De recyclage, de réemploi, c'est-à-dire qu'on on aide les entreprises à gérer la fin de vie de l'ensemble de leur matériel informatique et téléphonie mobile. Vous récupérez tout. On reconditionne, vous reconditionnez. C'est en ça que c'est circulaire, c'est prolonger la durée de vie. Donc reconditionner les matériels pour les remettre sur le marché et les recommercialiser. Oui, c'est un travail méticuleux, de soins. Merci en tout cas d'être là. Et puis Jean-François Dufresne, j'allais presque dire qu'il est un habitué de notre émission, en tout cas lorsqu'on parle de ces sujets et de ce sujet qui vous tient très à cœur. Fondateur et président de l'association Vivre et Travailler Autrement. Votre objectif, et vous allez le développer, c'est de permettre aux personnes autistes de pouvoir trouver leur place dans l'entreprise. C'est un de vos combats qui vous touche très directement en tant que père de famille. Absolument. Et puis, je rappelle que vous avez aussi, et ce qui fait que ça donne encore peut-être plus de poids à l'action, vous avez été ancien directeur général d'une bien belle entreprise, qui est l'entreprise Andros. D'abord, un petit mot, Didier Sartier, parce que je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, vous êtes évidemment en liaison directe avec la ministre en charge de cette question. Il y a des enjeux législatifs, de décrets. Comment vous la regardez, cette campagne, eu égard au dossier que vous défendez ? On est évidemment attentif à ce qui se passe. D'ailleurs, il y a eu un relativement beau débat organisé par quelques associations la semaine dernière qui s'appelle En débat 2022, qui a permis aux différents candidats de présenter leurs projets. Donc, qui sont, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il faut aller plus loin, faire plus, que des choses ont été faites, notamment que un des enjeux, c'est l'accessibilité en entreprise, puisque pour prendre le volet emploi, comme vous l'évoquiez, faire en sorte d'amplifier l'action qui se réalise dans un certain nombre d'entreprises, mais ce n'est pas suffisant, on le sait, puisque le taux de chômage reste, bien qu'il ait beaucoup baissé ces derniers mois, ces 2 dernières années, reste presque le double de celui du tout public. Et puis, peut-être deux chiffres importants, 60% de ces demandeurs d'emploi sont au chômage depuis plus d'1 an et même 42% depuis plus de 2 ans. Donc, c'est à dire que le sujet est encore très fort et que les entreprises sont au milieu du chemin par rapport à l'obligation, puisque on est à 3,5% de taux d'emploi à peu près. Ça reste encore tout à fait insuffisant, même si des progrès sont réalisés chaque année. Juste, je ne veux pas vous challenger, évidemment, parce que j'entends votre prudence, ce débat dont vous parlez, qui globalement n'est pas arrivé aux oreilles du grand public, puisque je n'incarne pas le grand public, mais j'avoue que je n'ai pas bien entendu ce que proposaient les candidats sur ce sujet. Ils auraient peut-être pu parler plus fort, non ? Juste d'un mot. J'imagine que c'est certainement, mais c'est un sujet qui s'invite souvent au deuxième tour, donc attendons peut-être le deuxième tour. Vous attendez le second tour, oui, d'accord. Mes invités, Sylvain Coutier, Jean-François Dufresne, puis on va parler ensuite du concret, mais on est dans une séquence politique où des candidats font des propositions sur plein de sujets, le pouvoir d'achat, l'emploi, les retraites. Vous savez de quoi parlent les candidats sur le handicap ? Écoutez, on essaye de les faire parler sur le handicap, mais que ce soit sur cette campagne ou sur la précédente, il était très difficile d'obtenir des positions sur le handicap, tout simplement parce que les médias n'écoutent pas.
ça ne fait pas d'audience. Je suis d'accord. Je suis désolé de le dire comme ça, et ils le savent très bien. Donc ils vont aller là où il y a de l'audience. Ils font du marketing électoral. Ils font du marketing électoral. Ils sont là pour ça. C'est l'élection et dans 15 jours. Et on le voit bien, même pas que sur le sujet du handicap. Aujourd'hui, la campagne a du mal à exister. Il y a eu le Covid et puis maintenant il y a l'Ukraine. Et donc effectivement, l'ensemble de la campagne est quand même mis un peu en retrait par rapport à ce qu'on avait l'habitude de connaître. Et même si effectivement, auparavant, le sujet du handicap était assez discret également. Et là, ça l'est encore plus, mais comme tous les sujets qui concernent cette campagne. Alors, le chiffre, c'est 18%, donc qui est bien plus du double que le niveau de chômage actuel pour les personnes en situation de handicap. Un peu moins, semble-t-il. Un peu moins. Mon chiffre est faux, Didier Sartier, ou j'ai une source usée à 14%. 14. D'accord, donc vous avez raison, c'est le double. Moi, j'avais sur la fiche que j'ai retrouvée tout à l'heure, enfin les chiffres que j'ai eus, c'était 18. Donc on a perdu 4 points en combien de temps sur le quinquennat? À peu près en 2 ans, avec des retours à l'emploi qui sont élevés, et puis peut-être aussi un peu de sortie du marché du travail, qu'il ne faut pas négliger non plus. Juste, quand vous dites des sorties du marché du travail, c'est des personnes qui quittent leur emploi parce qu'ils partent à la retraite, ou ils quittent le marché parce que c'est pas adapté? C'est peut-être des personnes qui ne recherchent plus, parce que pour être déclaré demandeur d'emploi, il faut être à la recherche d'un emploi. Tout à fait. Donc si vous ne recherchez plus pendant une période, vous n'êtes plus compté dans les demandeurs d'emploi. Donc il peut y avoir un peu un phénomène de ce type, surtout dans une période très très compliquée comme on l'a vécu. Mais ils vont revenir sur le marché du travail au fur et à mesure que les choses s'améliorent, et elles s'améliorent. Donc on risque d'avoir peut-être pas, même si aujourd'hui le chômage est au plus bas en termes de... On retrouve Sylvain Coutier parce que Didier Sartier a un petit bug. Rentrons dans le vif du sujet parce que d'abord ces demandeurs, ces personnes en situation de handicap expliquent, en tout cas dans un sondage IFOP de janvier, qu'ils veulent aller voter, qu'ils veulent prendre leur part dans ce débat démocratique, et ils iront à 67%, ont-ils dit, ils iront voter, probablement bien supérieur d'ailleurs à la moyenne des Français dont on nous annonce une très forte abstention. Vous avez fait le choix d'intégrer, d'embaucher, d'accompagner ces personnes handicapées. Comment tout cela est né? Est-ce que c'était une raison d'être dans l'entreprise ATF? Vous vous êtes dit, pour moi, c'est une priorité de donner un emploi à ces personnes? Bien sûr. Alors ça fait 27 ans, bientôt 27 ans qu'on est engagé dans cette démarche-là, à la fois avec un ADN très fort sur la partie environnementale, puisqu'on fait de l'économie circulaire, et également effectivement sur l'insertion de personnes fragilisées. Et en l'occurrence, on s'est orienté vers des personnes en situation de handicap simplement par conviction personnelle. Le fondateur de l'entreprise que je dirige aujourd'hui était lui-même une personne en situation de handicap, qui était dialysé rénal. Et moi, finalement, j'ai adhéré très vite à cette idée-là en m'apercevant après coup que j'avais un père qui était handicapé. Et donc finalement... Non visible ? Non, visible. Visible. Mais en sachant, pour reprendre ce terme-là, aujourd'hui, il y a 80% des handicaps qui ne sont pas visibles. Pas visibles, on est d'accord. Il y a des exemples de cette femme qui était dans la manifestation d'Orléans qui dit « Mais moi, je fais partie des handicaps non visibles, c'est-à-dire que j'ai du mal à rester en position debout très peu de temps, et puis quand je suis assise, la même chose, je ne peux pas rester assise trop longtemps. » Donc c'est toujours très compliqué de trouver un emploi adapté. Elle le reconnaît par ailleurs. Bah, finalement, depuis ces 27 ans, moi, je me suis toujours évertué à montrer effectivement qu'il n'y avait pas de différence. On a des salariés, on a des individus. Alors certains ont une différence, et j'aime bien la phrase d'Albert Jacquard qui dit on ne parle pas d'être handicapé, mais d'être autrement capable. Donc derrière, ça implique déjà d'avoir de la considération pour ses salariés et pour l'être humain. Et finalement, dans le monde de l'entreprise, c'est autant aux salariés à s'adapter à l'entreprise que l'entreprise de s'adapter aux salariés. Alors comment on fait? Effectivement, on a une vigilance un peu plus prononcée, un encadrement qui est un peu renforcé. On n'est pas censé connaître la pathologie ou le handicap de la personne. Ça, c'est légal. Vous n'êtes pas censé le connaître. En revanche, on est tenu de connaître les contraintes. La limite d'import de charge, par exemple. Et donc, de ce fait, de pouvoir adapter le poste de travail pour essayer de limiter au maximum l'aggravation de la pathologie. Si cette femme qui s'appelle Nora, qui a du mal à rester assise et à rester debout, vous adaptez le poste. Vous savez que cette femme devra se lever tous les quarts d'heure pour se mettre en position debout et se réasseoir. Enfin, je veux dire, et ça, c'est intégré dans le management, j'allais dire. Bien sûr, mais finalement, aujourd'hui, d'avoir cette démarche-là, ça s'intègre dans un terme qui est devenu à la mode. Ça fait partie de la RSE, dans l'inclusion, dans la citoyenneté d'une entreprise, mais sur le volet social. Moi, il y a une chose que alors, effectivement, on adapte le poste de travail, on a un encadrement qui est renforcé,
On essaie de pallier, et notamment sur notre statut d'économie sociale et solidaire en tant qu'entreprise adaptée, on perçoit des aides de l'État qui sont des compensations salariales du handicap pour faire face à une augmentation très importante du taux d'absentéisme, par exemple. Monsieur Sartier parlait tout à l'heure des personnes qui disparaissaient un peu du marché du travail. Aujourd'hui, dans mon entreprise, j'ai encore des personnes qui sont fragiles et qui sont isolées depuis le premier confinement. C'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'on ne les a pas vues. Que vous ne les avez pas vues. Ouais. Et dont certaines, on n'a pas de nouvelles. Et savoir, si on va les récupérer, 2, dans quel état. Et elles sont toujours sous contrat chez vous. Et oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, pour certaines, elles sont encore prises d'ailleurs dans le dispositif du chômage partiel, qui est encore valable pendant quelques mois. Mais il y a aussi une proportion qui est difficile à estimer aujourd'hui de personnes fragilisées qui ne sont pas de retour à l'emploi et dont on ne sait pas comment ça va se passer. La fragilité accentue, enfin, le handicap accentue la fragilité et donc les risques de dérapage. Jean-François, de dérapage ou de troubles ou de rupture avec le travail au quotidien. Votre combat, vous le menez depuis un certain temps maintenant avec passion. Votre combat, au-delà du handicap visible, enfin on a toujours cette personne en chaise roulante qui est un peu le cliché finalement, vous c'est cette bataille sur l'autisme. Dont vous nous dites assez régulièrement, mais il n'y a pas un autisme, il y en a une multitude de sortes. Il y a une multitude de sortes d'autisme. Ça va depuis Elon Musk, qui a avoué lui-même qu'il était autiste, jusqu'à des personnes non-verbales avec énorme retard intellectuel et éventuellement des comorbidités très lourdes. On met sous l'étiquette autisme beaucoup de choses. Ce qu'on voit à la télé, ce sont les autistes dits à haut potentiel. Alors, j'ai cité Elon Musk, c'est le dernier qui a fait son coming out, si je peux permettre. Mais il y a Einstein, qui était un autiste tout à fait. Excusez-moi, dans l'entreprise, parce que vivre et travailler autrement, votre combat, pour être très concret, au-delà de la description de ces d'ailleurs, pour vous, ce n'est pas des maladies, on est d'accord. Non, c'est des handicaps. Ce sont des handicaps. Non, mais c'est important parce qu'il y a un grand débat avec les psychiatres qui remontent sur cette question de l'autisme, qui ont été des traumatismes pour des familles. Mais sur l'emploi, comment vous faites quand vous rencontrez le patron d'ATF, vous lui dites moi j'ai une association, j'ai des familles dont il faut les prendre. Alors on fait un métier différent. On fait un métier différent, mais on a les mêmes valeurs. Absolument. Mais on a les mêmes valeurs. Comment vous faites Monsieur fait de l'intégration dans des entreprises adaptées. Pas que. Nous, pas que, mais c'est J'aurai un exemple qui va vous parler. Allez-y, laissez-le terminer et vous répondez. Et ensuite, nous, on fait de l'intégration en milieu ordinaire, avec des CDI dans les entreprises. Alors évidemment, en milieu ordinaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout entre eux, ils ne sont pas du tout, etc. Ils sont entre eux parce que, pour les autistes, il ne suffit pas de les mettre au travail. Il faut aussi leur apprendre la vie. Et si on ne leur apprend pas la vie en même temps, ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. C'est pas un poste de travail, c'est un poste de vie, quoi. C'est un poste de vie, c'est une école de l'autonomie. C'est ça. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc, mais votre message, s'il y avait un punchline, c'est « n'ayez pas peur ». Non, mais oui, absolument. Sylvain, juste, parce que l'autisme, et j'ai demandé à M. Sartier, parce qu'on va parler un peu argent après, mais n'ayez pas peur, intégrez-les. J'ai un exemple très concret qui va faire plaisir à monsieur. Donc effectivement, tout ce qu'on met en place dans l'entreprise adaptée, avec des contraintes spécifiques, je le disais tout à l'heure, on le déploie, et ces valeurs-là, ce sens de l'être humain-là, on le déploie dans l'ensemble de nos structures. Et on a contribué, il y a 2 ans maintenant, à la réalisation d'un documentaire sur l'autisme, monsieur va voir où je veux en venir, avec une entreprise classique qui fait partie du groupe ATF, qui est à Toulouse, où on s'est fait accompagner par une association en Occitanie, de sensibilisation auprès des salariés pour savoir les formes d'autisme, comment on s'y adapte. Il faut mettre des mots. Et puis, de manière à remettre en question le management, de faire un pas de côté pour pouvoir s'adapter à la personne. Parce que parfois les réactions sont étranges. Derrière ça, la personne, donc l'association nous a mis un jeune autiste Asperger en stage. Ça s'est bien passé. Le stage s'est transformé en CDD, qui s'est bien passé. Et la personne est chez nous depuis presque 3 ans en CDI. Et ça se passe super bien. Et ce que je voudrais dire là-dessus, quand vous parlez de la peur, moi je suis ravi de l'intégration de cette personne. C'est vraiment un plus indéniable pour l'entreprise. C'est une vraie richesse. Mais moi je suis encore plus, peut-être
plus satisfait encore de l'impact que ça a eu sur l'ensemble des salariés autres, de leur notion d'engagement. On change le regard de la manière dont ça a resserré la cohésion de l'ensemble des salariés. Et pour moi, c'est le plus bel exemple. Et c'est de montrer encore une fois qu'on peut être autrement capable. Et on est ravis d'avoir réalisé l'intégration de cette personne. Et j'invite tout le monde à regarder. Alors, le documentaire n'est pas encore complètement disponible. Il s'appelle Hymne à l'inclusion. Hymne à l'inclusion. Peut-être qu'on aura l'occasion de... J'en suis le parrain. Je sais bien. Vous êtes le parrain de ce documentaire. Oui, bien sûr. Voilà. Didier Sartier, vous entendez ce débat. Vous n'êtes pas avec nous, mais vous êtes avec nous. Il y a un débat autour de la manière dont on doit expliquer aussi, j'ai dire, aux valides, à ceux que intégrer les autistes, permettez à des personnes handicapées de prendre leur place, parce que ça permet aussi à ceux qui ne sont pas handicapés de devenir eux-mêmes des ambassadeurs en disant ça marche, ça fonctionne, j'ai grandi. Il y a ce rapport-là qui est intéressant. Développer l'emploi dans les entreprises, c'est déjà sensibiliser les salariés, sensibiliser les patrons, et Jean-François Dufresne le sait bien, et puis finalement, on trouve souvent des solutions. Il faut le dire aussi, il n'y a pas toujours besoin de beaucoup d'aménagements. Un aménagement organisationnel, ça peut suffire pour beaucoup de personnes, donc c'est pas si compliqué que le disent les entreprises. Et c'est vrai que le rôle et l'intérêt pour les entreprises, il est multiple. Il est de développer un management très clairement, disons, tourné vers la personne. Et c'est valable pour tout le monde. Quand on est tourné vers la personne, on est tourné vers chacun. Chacun a ses difficultés, chacun a sa manière d'être. Et ce management plus individualisé, il est bénéfique à l'équipe, il est bénéfique à toute l'entreprise, et il donne du sens au travail, à travailler en collectif avec des individus un peu tous différents. Didier Sartier, terminons notre émission, il nous reste du temps, mais je voulais qu'on y consacre du temps, parce qu'il y a un débat sur le niveau de vie de ces personnes handicapées, dont un certain nombre d'entre elles qui ne sont pas liées à leurs parents, parce que leurs parents ne sont plus là, et que leurs parents n'étaient pas riches, se retrouvent dans des situations parfois sociales dramatiques, en dessous du seuil de pauvreté. Et je précise, pour être tout à fait honnête, que l'AAH a été augmentée à 2 reprises pendant le quinquennat, qui a donc eu un effort financier. Il arrive aujourd'hui à 900 €, cette AAH. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a des personnes qui vous disent, entre le logement, entre mes coûts fixes, c'est quand même très compliqué. C'est comme pour tout le monde. Ce qu'il faut surtout, c'est permettre aux gens de pouvoir développer un projet professionnel, développer un projet de vie, et ils ont tous leur place, comme tout à chacun. Oui, bien sûr. Toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi sont dans la même situation, d'une certaine manière, et un peu meilleure, parce qu'ils n'ont pas tous les coûts complémentaires que ce qu'ont certaines personnes en situation de handicap. Mais le vrai enjeu, c'est bien d'intégrer toutes ces personnes qui sont comme vous, comme moi, et qui ont leur même place dans la société, leur même place dans l'emploi. Et donc c'est d'abord là l'enjeu, qui est de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces barrières, et qu'il y ait dès l'enfance et à tout âge, on soit en capacité de leur donner un emploi comme tout le monde. Sylvain Coutier, Jean-François Dufresne, votre point de vue sur cette question? Alors vous les rémunérez. Oui, bien sûr. D'abord, j'imagine, à la base du SMIC, et vous augmentez le salaire. De toute façon, c'est légalement. Légal. On est une entreprise à part entière qui est régie par le droit du travail. Donc effectivement, on ne peut pas, en entreprise adaptée, en l'occurrence, payer une personne en dessous du salaire minimum. Les personnes en situation de handicap, elles sont comme tout le monde, elles ont des charges fixes qui progressent. Enfin, je veux dire, la question du pouvoir d'achat, elle concerne largement aussi les personnes en situation de handicap. Je voudrais peut-être abonder dans ce que vient de dire Didier Sartier sur l'accompagnement de l'entreprise dans le cadre du projet professionnel de la personne. Alors c'est vrai pour des personnes en situation de handicap, mais c'est vrai pour tout à chacun. Un constat dans le handicap, on a parlé d'un taux de chômage 2 fois plus élevé, etc. Une autre donnée importante, c'est le niveau de formation. Aujourd'hui, on constate que les personnes au chômage et qui sont en situation de handicap, généralement, il y a un taux assez important de personnes qui sont assez âgées et avec des niveaux de formation très faibles. Donc le rôle de l'entreprise derrière, c'est effectivement d'accompagner ce projet professionnel. Ça, c'est le rôle effectivement d'une entreprise adaptée en l'occurrence. Et là où peut-être il y a des pistes à creuser dans le cadre de l'élection présidentielle, c'est du moins un des thèmes qui est abordé par l'UNEA, qui est l'Union nationale des entreprises adaptées, dont je fais partie également puisque j'en suis administrateur. C'est notamment peut-être d'arriver à faire augmenter le compte professionnel de formation pour les personnes en situation de handicap, de manière à pouvoir démultiplier la formation de ces personnes-là pour les faire monter en compétences. Et si elles montent en compétences, forcément demain on peut estimer qu'elles pourraient avoir un emploi où elles seraient mieux rémunérées et où la difficulté de la vie au quotidien serait de moins en moins prégnante. De votre côté,
en direction des personnes autistes adultes, je le dis, certaines vivent seules, ils n'ont plus de soutien familiaux, qui les accompagnent financièrement. Ils sont dans quelle situation ces autistes adultes, dont certains, il faut le dire, c'est une catégorie des personnes handicapées qui a peut-être plus de mal que les autres à trouver un emploi? En ce qui concerne les autistes adultes dits sévères, c'est-à-dire le taux d'emploi est de l'ordre de 5 à 10%. C'est très difficile à évaluer, mais c'est de l'ordre de 5 à 10%. Donc on est sur un taux de chômage de 90%. Donc ça n'a rien à voir. Donc moi, mon combat, c'est de les faire travailler, ceux-là, et d'arriver à les mettre à l'emploi avec le soutien de la GFIP. Et j'en profite pour remercier à nouveau Didier Sartier du partenariat que nous avons avec la GFIP. Oui. Mais le problème, c'est pas tant un problème de finance qu'un problème de culture. On a un problème de culture en France, où on a tendance, parce qu'au fond, les autistes, ils ont leur salaire quand ils ont un emploi. Je dis bien quand ils ont un emploi. Ils ont l'âge avec petite spécificité. Sous condition Sous condition, non pas de ressources, sous condition de travailler moins de 50% du temps. C'est ça. Ce qui est dément. Ça mériterait probablement une petite réforme. Voire débile. Et donc, on est d'accord. Et ensuite, ils ont ce qu'on appelle la PCH. Il leur est attribué. Qui a été revalorisée, me semble-t-il. Les PCH sont revalorisés, mais sont dépendantes de leur niveau d'accompagnement nécessaire. Donc, en fait, le problème, il n'est pas tellement là. Il faut les mettre au travail, il faut les intégrer dans notre société. Il faut que la société soit, alors, mot bidon, mais ça fait rien, je vais l'employer. Inclusive. Ah, voilà, ça y est. Inclusive. Bah oui, Et tant qu'elle ne sera pas inclusive, on ne pourra pas régler. Et ce n'est pas que il ne s'agit pas de faire une société d'assistés. On est d'accord. Didier Sartier, juste d'un mot, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste peu de temps et j'aimerais avoir l'avis de nos invités, mais on a eu des lois successives, je pense à Jacques Chirac qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, Marianne Monchamp et plusieurs autres qui s'y sont intéressés. Est-ce qu'il faut être un peu plus sévère, encore plus sévère avec les entreprises et même d'ailleurs avec l'État, puisque souvent l'État est le plus mauvais élève, est aussi mauvais élève que le privé, sur ceux sur ceux qui ne jouent pas le jeu du respect de la règle des 6% des personnes handicapées? Est-ce qu'on doit taper plus fort? Est-ce que le gendarme doit être plus sévère? Alors, il est déjà un peu plus aujourd'hui, puisque la loi de 2018 a renforcé l'obligation d'emploi dans ce sens-là. Et il est prévu d'ailleurs qu'on puisse revoir le taux à la hausse, au regard d'ailleurs de l'augmentation du monde en situation de handicap. Aujourd'hui, on a un taux à 6, il pourrait très bien passer demain à 6,5. Et puis, de toute façon, l'ambition d'une société inclusive, c'est de largement dépasser le 6%. C'est pas la peine de repousser le curseur. De nombreuses entreprises. Non, mais Didier et Sartier, j'entends votre discours, mais on pouvait le mettre à 8. Mais déjà, on est arrivé à 3,5. Donc, vous voyez, en fait, on repousse d'autant plus le résultat final dans cette affaire. Attendez, Sylvain Coutier et Jean-François Dufresne, on est plus sévère avec les entreprises qui ne jouent pas le jeu? Je pense oui, parce qu'effectivement, on voit aujourd'hui, en étant à 3,5, qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui y arrivent. Et voire même pour certaines, et d'ailleurs ça pose d'autres problématiques, pour les entreprises qui sont 6% et voire qui le dépassent, elles sont confrontées à une autre problématique, c'est qu'elles augmentent le risque lié à la fragilité des personnes qu'elles emploient. Et là on va parler de maladie professionnelle, et il faudrait effectivement par exemple que ce contexte de maladie professionnelle puisse être abondé ou sur l'ensemble des employeurs. C'est un point qu'on n'évoque jamais, mais vous le dites, on a des salariés qui vont en arrêt maladie plus longtemps, qu'on peut perdre plus longtemps, qui sont peut-être moins productifs sur certaines durées. C'est ça l'enjeu aussi. Hein. Mais pour répondre, de toute façon, on constate qu'en France, on fonctionne quand même beaucoup de manière... quand il y a des mesures coercitives, ça marche. Oui, la peur du gendarme. Si on renforce effectivement le montant des contributions, je pense que ça permettra déjà, peut-être dans un premier temps, ça permettrait d'arriver peut-être plus vite à l'harmonisation des 6% avant d'envisager peut-être de remonter ce taux-là au-delà. Jean-François Dufresne, avant de nous quitter, votre point de vue, parce que vous êtes d'accord avec ça. Je sens que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, pour une raison simple, c'est qu'une entreprise ne va pas engager un salarié comme un autre. Avec le pistolet sur la tempe. Avec le pistolet sur la tempe, il va l'engager parce qu'il est persuadé que ça va lui amener quelque chose. C'est par le dialogue que vous dites... Oui, c'est par la conviction et l'apport extraordinaire qu'apporte la différence et la diversité dans une entreprise. Je suis d'accord. Donc c'est par la conviction
et non pas la coercition. Et pas la coercition. J'ai jamais vu ça marcher. J'ai jamais vu ça marcher. Pas la coercition seule, mais effectivement, mais on voit aujourd'hui de toute façon que ça fonctionne. Aujourd'hui, le groupe que je dirige en est un exemple. On peut être une entreprise qui emploie majoritairement des personnes fragilisées, être une entreprise de croissance, une entreprise rentable et qui pérennise son modèle économique. Vertueuse, Et finalement, de montrer simplement que l'économique, par le chiffre, hein. l'économique et le social ne sont pas antinomiques. Voilà. Et effectivement, c'est notre rôle d'embarquer avec nous dans notre écosystème des nouveaux clients, parce qu'on est tenu d'être dans une contrainte économique, de délivrer des services dans des délais, des niveaux de service et dans des délais. Mais bien sûr. S'il n'y a pas ça, on a beau être une entreprise de l'économie sociale, on n'est pas invité. Non, vous fonctionnez comme une véritable entreprise. Absolument. Ça, c'est important de l'entendre. Et en fait, voilà, le principal sujet, encore une fois, c'est la peur. Et donc, c'est lever l'ignorance. C'est ça la question. C'est psychologique. Et convaincre. Et c'est pour ça que je parle d'un problème culturel. Eh bien, vous êtes venu le faire, en tout cas sur ce plateau, avec beaucoup de passion. Sylvain Coutier, merci, président du groupe ATF, 182 collaborateurs, 40% d'entre eux, et je pense que vous allez encore progresser, enfin autant que faire se peut d'ailleurs, 70% dans certaines filiales, hein, vous me disiez. C'est important de le préciser. Ben, c'est la preuve par l'exemple. Le groupe ATF et puis Jean-François Dufresne, fondateur et président de l'association Vivre et Travailler Autrement. La parole, la pédagogie et les mots pour convaincre ceux qui ont peur. Merci à Didier Sertier qui fait un sacré boulot, directeur général de l'AGFIP. Hein, c'est l'organisme payeur et puis qui mène beaucoup d'actions aussi sur le terrain et de pédagogie. Merci à vous Didier, puis vous reviendrez nous voir peut-être en vrai sur le plateau quand vous serez revenu de Lille. Bien sûr, quand vous voulez. Merci à vous trois. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. On termine avec notre rubrique Fenêtre sur l'emploi et on s'intéresse aux femmes qui se reconvertissent. Ça, c'est un autre sujet intéressant. Certaines hésitent un peu. Eh bien, vous allez voir que c'est possible. On en parle.